Alors, je suis Maza, malheureusement pas toujours bien connu dans le monde du voile-à-voile. Alain Mazalera, 77 ans. J'ai fait 32 ans comme pilote à Air France, plus le stage de formation, jusqu'à 60 ans bien sûr. Donc j'ai terminé il y a 17 ans maintenant avec pratiquement 18 000 heures de vol avion et j'ai maintenant 12 000 heures de vol en plein air, en ayant fait un peu d'instruction, mais j'ai arrêté il y a longtemps parce qu'on ne peut pas tout faire. Voilà. Et au tout début, je m'étais inscrit à Amiens, enfin j'étais à Amiens, et donc je m'étais inscrit pour faire du planeur. Donc Claude Houd m'a conseillé, comme je travaillais, j'étais salarié, et je n'avais plus de bourse d'étudiant ou de quoi que ce soit, il m'avait conseillé de faire mon second degré avion, puisqu'il y avait un moniteur professionnel au club d'Amiens, pour la section avion. Et donc je faisais un peu de planeur le samedi après-midi et le dimanche quand Houd était là, mais j'avais commencé ma formation avion et le moniteur, ce jour de mai là, il y avait un ciel magnifique. J'étais monté au terrain le samedi vers 11 h parce que je travaillais le matin, je m'étais libéré un peu plus tôt et j'arrive au terrain en vélo évidemment à Glizy. Et James, ce moniteur, qui ensuite a fait une carrière à Saint-Yan et en pilote de ligne, sortait le bijave tout neuf pour faire un vol sous les beaux cumulus. Et avant de commencer ça, il avait des élèves pilotes avion tout de suite après déjeuner. Donc j'arrive et il me dit bah, allez, je t'emmène. Donc on a fait 1 heure de vol à voile, de vrai vol à voile, sous des cumulus à ciel de rêve. Et c'est certainement, j'ai ressenti ce que j'imaginais dans le vol à voile et ça m'a vraiment accroché. La deuxième chose qui m'a vraiment accroché, c'est 1 an plus tard, quand j'ai été lâché en planeur, quand j'ai fait mon brevet C en planeur à Angers, au mois d'août, début août 64, que le patron, c'était la tradition, il venait vers vous, en piste, où on se posait avec le Nord 1300 en piste quand on avait fait son brevet C. Il arrivait vers vous, il vous aidait à descendre du planeur et il vous faisait l'accolade et on était à un de ces nouveaux fils du vol à voile. C'était merveilleux. Voilà. Pour faire du vol à voile, il faut être sur le terrain. Ça ne se fait pas chez soi évidemment. Donc il faut venir. Et il faut voler, prendre toutes les opportunités pour voler, même s'il ne fait pas très beau. Il ne faut pas attendre que ça tombe tout cuit, parce que le vol à voile, ça ne tombe jamais tout cuit, comme beaucoup de choses dans la vie. Et il faut voler, il faut se faire mal, se faire des vaches, faire des mauvaises performances, puis profiter, c'est une belle journée là pour en profiter. Malheureusement, les belles journées, c'est rare. Voilà. L'évolution du matériel, pour moi, le vol à voile, je l'ai toujours considéré comme un sport mécanique. Donc le progrès des planeurs, ça m'a toujours émerveillé. J'ai toujours aimé les belles machines, les plus belles machines. Et actuellement, ce qu'on a, c'est merveilleux. C'est aussi beau qu'un Edelweiss il y a 50 ans, ou que les premières Libelles, ou que le premier BS1 qu'on a vu en 8 jours d'Angers, il y a presque 60 ans maintenant. C'est un émerveillement perpétuel. La qualité, le dévouement, la passion des ingénieurs qui savent créer ça, c'est pas commercial, donc c'est pas comme un bateau de course ou une voiture de course, on peut pas faire d'argent avec ça, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a si peu de constructeurs. L'exemple des frères Jonker en Afrique du Sud montre que c'est possible de démarrer de zéro, en ayant les connaissances et la passion, comme toujours dans le vol à voile, il faut avoir la passion. Mais disons que le marché est tellement restreint que c'est pas facile d'en vivre, quoi. Ah, tout à fait, oui, c'est le nerf de la guerre. Quel que soit le niveau de la compétition,
On n'est jamais le meilleur, et si on gagne quand on se croit le meilleur, ça ne dure pas longtemps, hein. Sauf si on s'appelle François-Louis Henry ou des très grands pilotes, actuellement Sébastien Kawak, le Polonais, là, qui gagne toutes les compétitions haut la main. Il y en a deux. Il y a Sébastien Kawak pour les performances qu'il réalise en compétition, quelle que soit la compétition, quel que soit le lieu, quelle que soit la machine, la classe. C'est quand même extraordinaire, une telle constance sur, disons, plus de 10 ans maintenant. Et puis Klaus Hollmann, pour les vols extraordinaires qu'il fait dans des conditions entièrement, c'est vraiment du vol aventure, que ce soit les en Argentine, partout, des vols extraordinaires, des vols de 15 heures, c'est extraordinaire, et la constance, et voilà. Passé ici à Bunot, là, j'ai fait trois vols de 1000 km réussis comme prévu, c'était en 1998, il y a 21 ans maintenant, et puis le troisième il y a bientôt 4 ans, voilà. Et puis en Afrique du Sud, également des 1000 bornes, en Namibie également. Mais mon rêve depuis mon premier 1000 bornes, qui était en janvier 86 en Afrique du Sud avec la S22 de Jacques Ranté, et mon rêve c'était de faire un 1250 triangle FAI, et je crois que je ne le ferai jamais. Je suis toujours passé à côté, bon ben voilà. Ben, les grands vols c'est extrêmement... C'est vraiment la loterie, quoi, hein, parce que surtout dans nos régions, la météo est tellement aléatoire, ça dure une belle journée, c'est rarement prévisible vraiment à 100%, et il y a toujours un petit problème qui fait qu'une belle journée qui s'annonce devient des fois complètement loupée. Donc c'est très difficile. Ben maintenant, avec les histoires de prévision, genre Top Météo, tout ça, ça facilite beaucoup les choses. Avant, c'était un peu beaucoup de pif, beaucoup de chance. Là, ça restreint le facteur chance, bien sûr. Un vol comme a fait Gilles Navas il y a 2 ans, l'aller-retour Vinon-Bunot comme prévu. C'est un très beau vol. Les vols qui sont faits dans les Alpes actuellement, là, depuis plusieurs années, avec la traversée de la vallée du Rhône, la transition sur les Cévennes et tout ça, là, ce sont des très très beaux vols qui sont à mon avis plus faciles à prévoir qu'autrefois, parce que les prévisions des météos avec les photos satellites et les programmes informatiques sont dans ces cas-là une grosse aide. Ce que fait Klaus Hollmann également sur les Andes ou ailleurs, avec l'expérience, une très bonne étude, une très bonne prospective, quoi, à plusieurs jours pour préparer le planeur, pour préparer l'itinéraire, pour également avoir les accords de la circulation aérienne, enfin des autorités de la circulation aérienne, qui sont rarement coopérantes. Donc c'est extrêmement... c'est lourd, très très lourd. Il faudrait presque une équipe comme ont les bateaux de croisière, les bateaux de course, quoi. Mais il y a beaucoup de bons souvenirs. Il y a eu également beaucoup de bonnes rencontres. Les instructeurs, quand j'étais au début, les instructeurs après, qui tenaient à des terrains avec une bonne ambiance de vol. Des gens extraordinaires, des constructeurs, des ingénieurs, et puis des pilotes évidemment, des très très bons pilotes. Peut-être mon plus beau souvenir, le plus marquant, c'est mon premier vol de vol à voile. Je regrette qu'avec le GPS, les loggers et tout ça, c'est très bien pour la compétition, pour l'organisation des compétitions. C'est également valable pour éviter toute la navigation quand on fait les grands vols, pour toutes ces zones interdites qu'on ne peut plus franchir maintenant, qui sont bien souvent inutiles ou inutilement importantes
en surface. Par contre, je regrette que les loguers, le déroulement des compétitions se fasse le nez dans le tableau de bord, la navigation sur un point de virage se fasse le nez dans le tableau de bord et qu'il n'y ait plus de la navigation qui faisait partie de l'aventure du vol-à-voile et de l'aventure en compétition. Je me rappelle quand on passait une demi-heure dans le Fauconnet entre 300 et 500 mètres sol avec la dérive du vent et qu'ensuite il fallait se recaler sur la route pour aller virer le cimetière ou le château qui était encore à 50 km de là, c'était pas évident, alors que là maintenant bon, bah, on vise tout droit sur le cercle de 500 mètres, on met un pied dedans, on fait demi-tour et puis donc ça enlève un peu un côté de l'aventure. Par contre les loguers pour l'organisation de la compétition c'est fabuleux, quoi. Bah, de l'humilité parce qu'en vol-à-voile rien n'est jamais gagné, on n'est jamais le meilleur et on se prend des bonnes claques qui vous remettent à votre place. Il n'y a pas de champion, enfin il n'y a pas de champion, on n'est jamais le meilleur. Il y a des... Et puis en vol-à-voile il ne faut jamais faire demi-tour quand on est en circuit. Sauf faire demi-tour pour se poser dans un champ parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Mais c'est comme dans la vie, il ne faut jamais faire demi-tour. On prend une direction, on tient son cap et on le maintient, quoi. Voilà.